Bonjour tout le monde. C'est le fun de voir une salle bien remplie. On voit d'une année à l'autre, on dirait que le colloque prend de l'ampleur. C'est très valorisant. Mon, su- Mon sujet aujourd'hui, évidemment, c'est les flat fields. Mais en termes d'introduction, moi, je trouve que c'est toujours un défi à chaque année quand on veut présenter au colloque. En fait, on a une auditoire où les connaissances sont très variées. Il y en a qui sont ici pour la première fois, qui n'ont jamais fait d'astrophoto. Il y en a d'autres à l'autre extrémité qui sont ni plus ni moins des experts. Alors, il s'agit de présenter. Mon objectif, c'est d'essayer de monter une présentation qui ne va pas perdre un certain groupe dans l'auditoire. Par contre, pas ennuyer les autres non plus. Alors, c'est toujours, encore une fois, là, un petit défi. Puis faire le tout dans 55 minutes, il faut quand même se restreindre à certaines informations. Euh, je vous avertis, dans ma présentation, je vais utiliser des termes anglais occasionnellement. Et en français, un PLU, en anglais, ça s'appelle un flat, puis je vais probablement utiliser les flats. C'est plus commun. Puis je me dis, bon, si l'Académie française accepte d'utiliser scotché pour coller, bah, je peux me permettre possiblement d'utiliser certains termes en anglais. Et ce que je vous présente, en fait, c'est un petit résumé d'une présentation que j'ai assisté l'année passée au Advanced Imaging Conference en Californie, qui a été faite par Peter Callahan, qui est en fait le fondateur et le créateur, si on veut, le développeur de Anitech Astrosystem, qui, lui, s'est vendu maintenant. C'est la compagnie Optech qui distribue les panneaux électroluminescents. Donc, ça va être le sujet de ma conférence, là, incluant tout ce qui est en arrière de prendre des flats. En 2014, j'étais ici, je vous ai présenté le On-Axis Guider, puis je vous disais, je vous présente pour vous en faire connaissance de l'existence, présenter les possibilités et partager mes commentaires. Ce que je vous disais en 2014, et je disais aussi que, bon, il y en a certains qui ne seront pas intéressés, il y en a d'autres, c'est pas possible, il y en a d'autres qui diront, bon, c'est intéressant pour le futur, pas tout de suite. Et ceux qui ont besoin de plus de détails après la présentation, vous pourrez venir me voir. Ça, c'est en 2014. En 2016, je vous présente le panneau électroluminescent pour faire des flats. Et je vous dis, je vous présente ça pour partager, vous en faire connaître l'existence, présenter les possibilités, partager mes commentaires, puis un peu comme vous disais en 2014, il y en a qui vont être intéressés, il y en a qui le seront moins. Mais au moins, vous allez connaître l'existence de ça. Et en passant, tout ce qui est en arrière du traitement quand on utilise des flats pour le traitement d'image. J'ai quelques questions. Qui connaît qu'est-ce que c'est qu'un flat? Levez la main ceux qui connaissent c'est quoi un flat. Bon, il y en a quand même une bonne partie, c'est le fun. Ceux qui en utilisent pour faire la calibration de leurs images. Ah. Fait que vous n'avez pas besoin de mes informations, on va retourner. Ceux qui aiment ça, faire des flats. Oups! Et la question qui tue, quels sont ceux qui ont établi la courbe de linéarité de leur caméra? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas pire, c'est bon. Alors, ça résume un peu ce qu'on va jaser ce matin. Mon objectif, c'est de quelle façon je peux vous intéresser ou vous motiver à faire des flats. Quand on prend une photo avec une caméra, une photo de jour normalement, et si on essaie d'étaler ça sur un histogramme, côté gauche, ce qui est en noir, puis le côté droit en blanc, on se ramasse avec un histogramme souvent qui est à peu près comme ça. En fait, l'histogramme, on a du signal à partir du noir aller jusqu'au blanc, dépendant, ça aussi, c'est pas tellement
clair, là, mais on voit que l'histogramme couvre, le signal couvre toute la plage à peu près de l'histogramme. Quand on fait une image du ciel, toute notre information est concentrée complètement à gauche de l'histogramme, puis on voit, tout ce qu'on voit en fait, c'est des étoiles, puis peut-être quelques détails. Ça, c'est le défi qu'on a. On part de ça quand on fait une photo CCD ou une photo du ciel. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est étirer l'histogramme pour aller chercher tous les détails et amener les détails vers le centre de l'histogramme pour être capable de voir quelque chose. Ça, c'est l'image qu'on voyait tantôt, qui a été avec l'histogramme étiré, puis on va chercher un peu plus de détails. Donc, plus le sujet est faible, évidemment, plus il faut étirer l'histogramme, plus il faut aller chercher des objets qui sont presque dans le fond de ciel, mais qui sont difficiles à différencier. Ça, c'est le défi de l'astrophotographie. Et donc, en faisant ça, évidemment, le bruit, on commence à percevoir le bruit. Et pour, évidemment, essayer d'atténuer ça, on va prendre plusieurs images qu'on va empiler pour en faire une image finale. Il y a aussi du bruit thermique, et pour régler ça, on va utiliser des DAC pour aller compenser ou enlever le bruit technique de notre image. Et il y a aussi les défauts du capteur et de l'optique, que ça devient visible, et c'est avec ça, c'est avec les flats qu'on va aller éliminer ça pour en arriver avec une belle photo. Donc, on va faire ce qu'on appelle la calibration de nos images. Le bruit, encore une fois, le bruit électronique, et ça va être corrigé par le nombre de dark puis le nombre d'images. La variation entre les pixels, parce que les fabricants, les capteurs ne sont pas tous égaux, les pixels ne sont pas tous égaux, il y a des petites variations. Alors ça va être un problème qui va rester. Il y a aussi l'optique, ce qu'on appelle le vignettage. Les optiques ne sont pas parfaits, puis souvent, surtout si on a un gros capteur, ça ne va pas nécessairement couvrir avec la même intensité tout le capteur au complet. Et il y a des grains de poussière aussi sur nos caméras, je pense qu'on a tout éventuellement avec le temps. Et ces trois choses-là, en fait, c'est ça que les flats vont venir corriger sur nos images. On va avoir les variations entre les pixels, le vignettage, les poussières, ça, c'est pour la raison pour laquelle on va prendre et utiliser des flats dans notre calibration. C'est quoi un flat? C'est une exposition d'une source de lumière uniforme. On appelle ça un PLU en français, plage de lumière uniforme. En fait, l'idée, c'est de prendre une image d'une surface qu'on sait qui est absolument égale partout, dont l'intensité est égale partout, et on va prendre cette image-là et on va se servir de ça comme un flat. C'est très important que l'image qu'on prend, qu'il n'y ait pas de variation de gauche à droite, de haut en bas, ou dans certaines régions de l'image qu'on prend pour se servir d'un flat. Ça, c'en est un flat ici là, d'un panneau électroluminescent, et on peut voir ici qu'il y a du vignettage, il y a des grains de poussière sur le capteur, et ça, c'est ce que ça a l'air un flat. Ce n'est pas une belle image, un flat, c'est ça qu'on veut avoir. On veut aller faire sortir les défauts qu'on a sur notre caméra ou sur notre système optique. Et après, quand on parle de calibration, pour partir, comme je disais tantôt, aller prendre notre image qui a à peu près très peu de signal, puis essayer en l'étirant, puis après ça, essayer de corriger, notre image finale, ça va être notre image brute, moins les dark, pour enlever le bruit thermique, comme je vous disais tantôt, divisé par le flat moins les dark, le dark du flat. Et en faisant ça, on va augmenter la valeur du signal où c'est pas assez lumineux. S'il y avait un grain de poussière, par exemple, on va augmenter le signal. Puis s'il y a d'autres endroits où c'est trop brillant, ça va diminuer pour en arriver avec une image qui est bien calibrée. Et la clé ici, l'important, c'est flat moins dark, normalisé, et je vous explique qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là, normalisé.
En fait, si la normalisation, ça se passe de cette façon-là. Ici, j'ai ma caméra avec 4 pixels. C'est une caméra qui n'est pas très dispendieuse, là. Et si on va prendre, en fait, la valeur moyenne de notre flat, ici, pour la raison de la présentation, là, ça va être 100. Alors, si ma valeur moyenne est 100, je sais que mon panneau que je me suis servi, là, en moyenne, en prenant mon flat, ça m'a donné une valeur de 100. Alors, si j'arrive sur le premier pixel, puis je fais une lecture, ça lit 100. Donc, c'est 1. Donc, ça, on va servir du 1 pour ce pixel-là. Par contre, sur le deuxième, on prend la valeur du pixel divisé par la valeur moyenne, donc 110 sur 100, ça va nous donner 1,1 de valeur normalisée. L'autre qui est à 90, on fait le même exercice, on a 0,9. Et finalement, l'autre qui est à 100 aussi, ça va donner un autre 1. Donc, c'est ça qu'on va appeler la valeur normalisée, c'est ces chiffres-là ici, 1, 1,1, 0,9, 1. Faites-vous-en pas, là, avec des millions de pixels, vous n'êtes pas obligé de calculer ça tout à la main. Là. Le logiciel, il fait ça, mais il fait ça pixel par pixel. C'est comme ça qu'on arrive à la valeur normalisée. Suite à ça, là, on va appliquer sur notre image la valeur normalisée. Tantôt, puis là, supposons qu'on a pris une image, puis notre lecture sur le pixel numéro 1, c'est 300. Là, on sait que la valeur normalisée, c'est 1. Donc, si on divise 300 par 1, ça donne 300. Puis ça c'est l'image va nous sortir à 300. Le deuxième, par contre, lui, est à 302. Puis on avait une valeur normalisée de 1,1. Donc, si on divise 302 par 1,1, ça va nous donner 275. Donc, ce pixel-là, il ne devrait pas être à 302, mais il devrait être à 275. C'est parce que ce pixel-là, il était trop brillant. Le troisième, 2,98, lui, on a une valeur normalisée de 0,9. Lui, ça va le monter à 331. Lui, ça pourrait être, là, comme exemple, un pixel qui se donne vis-à-vis un grain de poussière sur votre capteur. Il ressort moins brillant. Donc, il faut, en fin de compte, l'ajuster pour arriver avec une image calibrée au bout. C'est ça, en fait, qui se passe en arrière de l'application des flats dans un traitement d'image. Alors, voici, c'est un 20 flats combiné avec les darks enlevés. Ce que ça donne, ça c'est ma caméra à moi avec mon système, là. Ça me donne une valeur de 49 465, c'est la valeur moyenne. Je vais revenir là-dessus un petit peu tantôt, là, quand on regardera le nombre de flats que ça prend. Mais ça vous donne un exemple, c'est d'un flat. Moi, j'ai du vignettage parce que, bon, j'ai un gros capteur, puis il y a les coins, ça me prend des flats pour corriger le vignettage que j'ai dans les coins, pour augmenter la brillance dans les coins autour de mon image. Quels sont les ingrédients d'un bon flat maintenant? Premièrement, ça prend une source de lumière uniforme. Il faut s'assurer que notre source de lumière, il n'y a pas de variété dedans, parce que si c'est variable d'un côté ou de l'autre, ou s'il y a des régions qui sont plus brillantes, bien, automatiquement, vous allez calibrer votre image avec quelque chose qui n'est pas correct. Vous allez soit ajuster ou pas ajuster assez dans certaines régions de votre image. L'exposition plus longue que 2-3 secondes. Il faut absolument que vos flats soient faits à 2, 3, puis peut-être 4, 5 secondes là, de longueur. Faites pas des flats d'une demi-seconde. La raison pour laquelle on dit ça, c'est que votre obturateur ouvre puis ferme. Puis ça, c'est des millièmes de seconde, là. Mais il reste que si vous prenez sur une seconde, sur une demi-seconde, les millièmes de seconde vont avoir beaucoup plus d'ampleur que si vous le prenez sur 2, 3 ou 4 secondes. En fait, vous le verrez beaucoup moins. 4-5 secondes, c'est vraiment l'idéal. Plusieurs bons darks. Ça, déjà, il y en a qui disaient, pour venir faire des darks avec les flats, c'est tellement court, il n'y a pas de bruit. Il y en a du bruit quand même. Puis c'est toujours bon de faire des darks pour nos flats également. Faire la correction des mauvais pixels chauds et froids aussi. Si vous avez des mauvais pixels, il est bon de faire les corrections même sur les flats.
Là, je vous parle ici, j'essaie de vous donner la formule pour faire des flats le plus parfait possible. Ça ne veut pas dire qu'on va tout. Il n'y a pas la police des flats qui va être en arrière de vous, là. Il y a des choses qu'on peut, des fois, on peut tourner les coins en rond, mais au moins, si on sait d'où on doit partir, bien, on va savoir au moins si on coupe les coins ronds à quelque part. Et la valeur, c'est ici qu'on arrive avec le niveau de non-linéarité, là. La valeur moyenne en ADU, juste en bas du niveau de non-linéarité. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est la non-linéarité. Et combiner assez de flats pour cumuler 1 million d'électrons. Je reviens là-dessus aussi avec les électrons par ADU. Là. Ça ne sera pas long, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Mais l'objectif pour avoir de bons flats, ça prend au moins 1 million d'électrons au niveau statistique pour être capable d'avoir des flats qui ont sont moins affectés par le bruit possible. Bon, est-ce que ça sera 999 000 ou encore une fois, là, 1 million, c'est probablement l'optimum, là, mais c'est le nombre qui est recommandé. Maintenant, un capteur CCD, on le sait tous, bon, ici, je vais représenter ça comme des petits barils. Là. Dans le fond, c'est carré ou rectangulaire, les pixels. Et les pixels, ça capte les photons qu'on envoie dessus et ça les transforme, en fin de compte, en électrons. Alors, quand je vous parlais tantôt de 1 million d'électrons, c'est ça qu'on parle. C'est des pixels c'est des photons qui ont été transformés en électrons. Et donc, la caméra, elle, va lire le nombre d'électrons par pixel et va les transformer en ce qu'on appelle ADU, qui est analogue à digital, pour être capable de traiter ça plus tard. Alors ça, c'est en fait ce qui se passe vraiment là, dans votre caméra. Ça, c'est un peu une image. Si l'étoile reflète sur les pixels, puis les photons se transforment en électrons, puis les électrons en ADU. Il s'agit de se souvenir de ça, la séquence. Là. Maintenant, les spécifications de vos caméras sont très importantes. Vous allez voir, si vous regardez les specs de vos caméras, il y a un terme qui s'appelle Full Well Capacity en électrons. Il y a des caméras que ça va être 40 000, d'autres ça va être 70 000, d'autres, comme moi, la mienne, c'est 100 000 électrons. Maximum, ça c'est le maximum. En fait, si on parlait des barils tantôt, là, c'est le maximum que chacun des barils peut contenir. 100 000 électrons ou 30 000 électrons ou 40 000 électrons. Le gain aussi, qui est important, là, ce que ça va nous dire, c'est combien d'électrons ça va prendre pour faire un ADU, le transfert entre électrons et ADU. Et ça va varier, encore une fois, par caméra. Il y en a ici qui est 0,37 électrons. Il y en a d'autres comme la mienne, c'est 1,27 électrons par ADU. Il y a un calcul, là, on appelle ça gain, mais dans le fond, ceux qui sont habitués à parler de gain en termes d'amplification, par exemple, c'est pas exactement la même chose. Ici, on va prendre, comme ici à 0,37, là, ça va prendre, pour faire un ADU, ça va prendre 3 électrons. C'est-à-dire, là, je ne veux pas me virer ça à l'envers, là. Un ADU va égaler à... Un électron va égaler... 3 électrons, excusez, va égaler à un ADU dans ce cas ici. Et l'autre, on prend le nombre d'électrons divisé par le chiffre qui est ici, ça va nous donner le nombre d'ADU. Comme celle-ci, avec 100 000 électrons, divisé par 1,27, ça donne, je ne me souviens pas, à peu près 70 000 ADU. Ça, c'est quand nos barils sont remplis complètement. C'est ça que ça va nous donner en ADU. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est est-ce que la caméra est blooming ou anti-blooming. Il y a une différence, là, puis en fait, lorsque c'est une caméra anti-blooming, on doit établir à quel point, à quel niveau notre caméra devient non linéaire parce que
moi je compare ça un petit peu à un lavabo, là. Dans ces pixels-là, à un certain niveau, il y a un drain qui draine les pixels, les électrons additionnels. Donc, c'est comme s'il y avait un renvoi. Donc, rendu à ce niveau-là, si on continue dans le lavabo à faire couler de l'eau, ben, il y en a qui vont s'en aller dans le drain, puis en fait, la quantité qui a coulé, si on mesure juste ce qu'il y a dans le lavabo, on ne saura pas vraiment. Alors, il est important de savoir, surtout pour les flats, là, de savoir à quel niveau la linéarité, qu'on appelle, achève. À partir de ce moment-là, le capteur n'est plus linéaire, contrairement à ce qu'on dit, les CCD, c'est linéaire dans le sens si tu prends une image de 1 seconde, tu en prends une de 2 secondes, ça va être exactement le double d'électrons que tu vas aller capter. Mais à un moment donné, avec l'anti-blooming, à un moment donné, ce n'est plus vrai, ça. Ça, c'est une représentation ici. Voici un senseur qui est pas anti-blooming. On va voir que le capteur va être linéaire jusqu'à temps de saturation, quand on commence à avoir du blooming. Là. Mais avant ça, le capteur est absolument linéaire jusqu'à ce point-là. Puis après ça, il est plein. Ça renverse, le baril renverse. Puis là, on a ce qu'on appelle le débordement ou du... Dans les caméras anti-blooming, le niveau linéaire va être jusqu'au point où on commence, la gate d'anti-blooming commence à entrer en action. Notre trop-plein, si on veut, commence à déborder. Et ça, c'est important de connaître ça, parce qu'on va essayer d'aller chez nos flats jusqu'à ce point-là, le plus près possible, le plus longtemps possible qu'on va pouvoir exposer nos flats. Pourquoi? Parce que plus on va exposer longtemps, plus on va avoir d'électrons, moins ça va nous prendre de flats pour atteindre notre objectif d'1 million. Si on veut, pour ne pas se ramasser, être obligé de faire 150 flats pour aller chercher notre... Et moins on fait évidemment de flats, moins on a de bruit qu'on appelle le bruit de downloader, si on veut. Alors, moins on fait d'images, encore une fois, moins on va avoir de bruit. Bon, c'est ça. Si en fait, si on prend des flats ici, notre image ne sera pas calibrée de la bonne façon parce qu'on ne sera plus dans le domaine linéaire de notre caméra. Comment établir la linéarité maintenant? Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, là. Il s'agit de prendre une série d'images. On pointe notre télescope à une étoile de magnitude 9 et on va prendre une série d'images avec la même étoile, supposons 1 seconde, ça peut être des demi-secondes aussi, là, une demi-seconde, 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes. Puis pour chacune de ces images-là, on va aller chercher, dépendant des logiciels, là, on peut aller chercher le flux de notre étoile et diviser par le temps d'exposition, ça va nous donner notre niveau par seconde ou par demi-seconde. Et on va diviser le nombre par le total. Puis on va entrer les valeurs sur un graphique. J'ai un exemple ici là, qui va... Ça va nous donner, à un moment donné, à peu près toujours le même nombre de ADU par seconde. Si on divise le flux qu'on a, moins divisé par le nombre de secondes ou de demi-secondes. Et à un moment donné, vous allez voir, ça tombe, boum. On arrive ici, dans ce cas ici, là, rendu à 25 000. Là, voyez-vous, là, passé ça, là, ça tombe drastiquement le niveau de signal par seconde. Ça veut dire qu'on est rendu au niveau de non-linéarité. Là, on est rendu, c'est là que le drain du lavabo, là, il commence à entrer en ligne de compte. Alors, c'est ça qui est d'établir la ligne, comme cette caméra-là, par exemple. Là, elle a un full well de 45 000 électrons. Le gain est de 0,6. Donc, à 45 000, ça donne à peu près 75 000 ADU, mais il y a seulement 45 000 électrons pour arriver à 75 000 ADU. Et si on applique ça pour savoir combien d'expositions à 24 000 ADU dans ce cas ici,
Le gain est à 0,6. Le nombre d'électrons est de 14 400 à 24 000. Donc, pour atteindre 1 million, ça va nous prendre 70 flats d'exposition pour cette caméra-là. Si on prend vraiment nos flats avec une moyenne maximale de 24 000 ADU. Ça varie par caméra. C'est pour ça qu'il faut que... Puis même, on dit que même le même modèle de caméra, d'une caméra à l'autre, la linéarité ne sera pas exactement la même, ça peut varier. Et c'est pour ça que si on prend nos flats, dans ce cas-ci, parce que moi, je me souviens, on disait, ce que j'avais appris, moi, bah, tu fais tes flats à peu près à 30 000 ADU, là, puis ça peut être correct. Mais dans ce cas-ci, cette caméra-là, par exemple, à 30 000, on est au-dessus, on est passé de la linéarité, nos flats ne seraient pas bons. On peut le faire aussi, bien, ceux qui ont CCD Autopilot, il y a un petit programme, il y a un petit programme dans le logiciel qui les fait automatiquement. Ça, c'est ce que j'ai fait, moi, pour ma caméra. J'arrive à 53 592. C'est là que ma caméra devient moins linéaire. Pourquoi c'est si haut que ça? C'est parce que mes pixels, le full well, est à 100 000. Alors, ça permet d'aller pas mal plus loin avant d'embarquer le gate anti-blooming. Ce que je fais, 100 000 divisé par 63 000, ça me donne à peu près 16 expositions. Je fais normalement mes flats à peu près à 50 000 là, pour avoir une certaine marge d'erreur. Puis je fais 20 flats. Je suis pas mal sûr d'être dans la bonne moyenne. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec un flat? Voyez-vous, c'en est un flat, ça ici. Vous voyez quelque chose? Hein, il n'est pas centré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut faire ça, dans le fond? Là? Il y a un tilt. Votre système optique n'est pas exactement parfait. Une autre chose aussi, peut-être, la collimation. Si votre collimation n'est pas au poêle, ça peut vous donner un résultat semblable à ça. Voici ici, ça c'est un flat là, qui semble être vraiment bon, il est centré. Et puis si on fait la distribution ici, la courbe, on peut voir ici que c'est relativement symétrique. Et puis, maintenant, quelles sont les façons de faire ces flats-là? On peut faire des flats dans le jour. Ça, c'est un Suisse, je pense, c'est sa méthode qui nous a montré à un moment donné. C'est un petit défi, ça, c'est en plein jour. Par contre, ça fonctionne. Lui, il a bloqué son optique ici, puis il met, je pense il met un linge par-dessus. Mais pour être capable de faire ça dans le jour, il faut qu'il bouge toutes les entrées potentielles de lumière. Puis c'est dans le jour, Dieu sait que si vous prenez une photo, même si vous bloquez l'avant de votre optique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réflexion à l'intérieur et tout ça. Alors, c'est un petit défi, là. Pas tout le monde qui va faire ça, je ne pense pas, mais c'est une façon de faire des flats. L'autre, c'est faire des flats du ciel. On appelle ça les all sky flats. C'est le soir, faire des images du ciel dans une région où il n'y a pas trop d'étoiles, puis bouger entre chaque exposition. Puis après ça, quand vous allez faire l'empilement, avec le dithering, vous allez pouvoir éliminer vos étoiles. Vous allez rester avec un fond de ciel qui peut vous servir de flat. Défi, ça aussi, les étoiles sont difficiles à éliminer des fois. Il y en a qui sont assez brillantes qu'ils vont sortir quand même. Avec les images à grand champ, il faut trouver une plage de ciel qui est uniforme. Ça non plus, c'est pas évident. Ça bouge constamment, là, même avec CCD Autopilot, il y a des façons de le faire. Puis ça bouge, c'est jamais à la même place, en fin de compte, où est-ce qu'il appelle ça un ciel neutre. Il y a aussi l'autre méthode qui est faire des twilight flats, des flats au crépuscule. Ça, c'est juste après le coucher du soleil, essayer de trouver un endroit dans le ciel, puis de faire des flats. Je peux vous dire qu'il faut faire ça vite parce que ça change rapidement. Puis si vous voulez faire une trentaine, une vingtaine de flats là, pour chacun des filtres, puis vous avez 4-5 filtres, là, bonne chance. Il est mieux de faire beau pendant longtemps, puis vous allez être obligé de reprendre ça une couple de soirs d'affilée. Le point neutre du ciel bouge, c'est pas toujours évident non plus. Et bon, si vous avez un capteur à grand champ, il ne va pas avoir de gradient, ça va être encore un autre défi.
Et là aussi, il y a des étoiles qui peuvent apparaître et puis la qualité n'est pas toujours assurée. Il y a aussi des boîtes de lumière. Est-ce qu'il y en a qui ont des boîtes de lumière pour faire le flat Ça, je dirais, c'est ce qui est assez commun aussi, là. Euh, le défi, là, c'est d'avoir l'uniformité. Et puis, une des façons de savoir si votre boîte est vraiment uniforme, c'est de prendre des flats, tournez votre boîte de 90 degrés, puis faites des images, puis appliquez vos flats à ces images-là. Puis là, là, vous allez voir si votre boîte est vraiment... Faites une analyse de la représentation de votre image, puis vous allez voir vraiment s'il y a des régions qui sont moins brillantes que d'autres. Pour les boîtes aussi, bon, ça prend presque un contrôle de brillance si on veut faire des flats à peu près avec la même longueur. Il s'agit de varier l'intensité de la lumière. Couvrir le plein spectre, évidemment, il faut que votre boîte couvre jusque dans le H-alpha si vous faites du H-alpha, évidemment. Et l'émission de la lumière doit être également stable. Il y en a à un moment donné qui faisaient des flats même avec des écrans cathodiques, des écrans d'ordinateur. Ça peut se faire, mais ça aussi, l'intensité va varier. Des fois, il s'agit d'avoir la bonne intensité tout le temps pour avoir des flats qui sont stables. Et bon, le bloc d'alimentation, c'est fabrication artisanale, puis un des plus de ça, c'est que c'est très peu dispendieux pour en faire un, mais il s'agit encore d'en faire des bons pour que l'éclairage soit uniforme partout. L'autre solution, c'est ce que je vais vous présenter ce matin, c'est les panneaux électroluminescents. C'est pas nouveau, ça fait 4, 5, 6 ans. D'ailleurs, il y en a, Paul en a un chez lui qui est un petit peu différent, là. Mais ça, c'est la technologie vraiment pour prendre des bons flats. L'avantage, c'est stabilité, la constance. Ça peut être installé en permanence dans un observatoire, puis vous n'êtes pas obligé c'est fixe là, puis il est toujours à la même place. Ça couvre le plein spectre, incluant le H-alpha. C'est pour ça que c'est un petit peu rosé. Il y a un contrôle de brillance. Le bloc d'alimentation puis l'éclairage est stable. Il y a même un système de feedback pour s'assurer que la brillance, que la luminosité est toujours la même. Et ça ici, c'est une image que j'ai prise. J'ai 20 images de 4 secondes en luminance traitées avec le traitement. Et c'est ce que ça me donne comme le panneau ici. Voici la courbe qui varie entre, je ne sais pas exactement, 51, 45 à 51, 600, je pense. En tout cas, l'écart type ici est de 6,294 de ADU par... c'est quand même, on peut dire que c'est relativement flat. Mais si vous faites ça, puis vous arrivez avec des variantes épouvantables, là, ça veut dire que votre écran n'est pas bon. Puis ici, j'ai pris la même chose, j'ai tiré une ligne ici pour avoir le graphique. Ça démontre un peu jusqu'à quel point c'est encore très, très du même niveau. Ça, c'est un peu ce que ça a l'air. Ça, c'est pas mon installation, mais c'est une installation semblable, là. Ce qui est recommandé aussi, ces panneaux-là, puis même si vous avez un écran quelconque que vous servez pour faire des flats, pas mettre ça plus loin qu'à peu près 24 pouces en avant de votre télescope. Bon, ça peut être 36, ça peut être 48, mais pourquoi on dit 24? C'est à peu près le maximum. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autre lumière qui vient contribuer à votre écran, si on veut, parce que plus on est loin, évidemment, plus il y a de chances d'avoir peut-être des entrées de lumière qui ne sont pas désirées. Bon, ce que je vous disais tantôt, j'ai fait l'exercice, moi, de prendre mes flats, de tourner mon panneau de 90 degrés, prendre des images, puis voici ce que ça donne comme... je tire une ligne d'un coin à l'autre. Ici, encore une fois, l'écart type est de 2,06, je pense, je lis mal. Alors ça, encore une fois, je peux vous dire que, en tout cas pour moi, ça représente vraiment l'uniformité du panneau. Bon, mauvaise nouvelle.
Quand ça fait à peu près, je ne sais pas, 6 mois, que j'avais dit à Denis que je vais faire une présentation sur les flats, l'électroluminescence, tout ça. Puis à peu près, je ne sais pas, 3 semaines, un mois, bon, je vais aller voir sur sur le site, voir s'il y a des derniers développements, des dernières nouvelles, tout ça. Et je suis arrivé sur le site et puis c'est ce que j'ai vu. Alors, plutôt d'appeler Denis et de dire Denis, oublie ma présentation, je vais la faire quand même. J'ai appelé le président propriétaire. C'est une petite entreprise, ça, Optech, qui sont à peu près 8 à 10 employés là-dedans. J'ai appelé Jeff, qui est comme le propriétaire président. Puis il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, en fait, ce qui est arrivé, c'est le fabricant de panneaux électroluminescents, juste le panel même, là. Ils ont arrêté d'en faire, il n'y a plus assez de demandes pour ça. Et là, ils sont en train de développer la même chose, en fait, Optech, là, mais avec des Dell. Et ce qu'il m'a dit, là, évidemment, il faut me faire ce qu'il me dit, là, puis habituellement, il est correct. Ils développent ça pour le début de 2017, où est-ce qu'il devrait avoir des remplacements pour les panneaux électroluminescents avec des Dell à la place. C'est la nouvelle, il semblerait, c'est la nouvelle tendance pour ce genre d'éclairage-là. Et ce qu'il il m'a dit, ça va être aussi bon, aussi flat, appelons ça comme ça, que c'est à voir, à surveiller. Il me dit que les prix, c'est à peu près dans les mêmes catégories, là, mais ça, on ne sait jamais, évidemment. Mais ça, c'est ce que j'appelle la mauvaise nouvelle de ce matin. Par contre, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, allez sur le site de optechinc.com et il y a une page ici, c'est un article qui est apparu dans le Sky and Telescope. Je ne me souviens pas, je pense que c'est en 2012-2014, qui a été écrit par Peter Delajan, celui qui est le concepteur de ça. Il explique très bien là, c'est quoi un peu ce que je viens de vous expliquer ce matin. Peut-être pas autant de détails, mais l'article est là, vous pouvez le downloader, c'est gratuit, c'est sur le site de optechinc.com. En terminant, la recette pour faire des bons flats, en fait, c'est une source de lumière uniforme. Exposition plus longue que 2-3 secondes, puis moi je dirais allez-y à 4-5 secondes si vous avez le temps de le faire. Plusieurs bons dark récents, corriger les mauvais pixels. Encore une fois, on parle vraiment pour aller chercher des flats qui soient le plus près de la perfection possible. Valeur moyenne en ADU juste en bas du niveau de non-linéarité, ce que je vous ai expliqué tantôt, pour essayer de minimiser le nombre de flats que vous avez besoin de faire pour atteindre le niveau de 1 million et combiner le 1 million comme je vous disais tantôt. Je viens juste de m'acheter un panneau électroluminescent il y a 3 semaines, puis j'ai acheté une autre compagnie qui en fait qui s'appelle Spike Flat. C'est à peu près le même prix, là, c'est 200-300 $, puis c'est 16 pouces carrés. Là. Fait que c'est disponible. S'il y en a qui en veulent, ils n'ont pas besoin d'attendre plus tard aussi. Il y a une autre compagnie qui en fait. À ce moment-là, vous pourrez contacter 200-300 $, tu dis? C'est pas le même prix que... pas mal. Rémi, concernant les DAC pour les flats, faut-tu vraiment que tu prennes des DAC dans la longueur de tes flats? Et le logiciel comme Maxime... Le logiciel Maxime DL, il est capable de prendre un DAC plus long et l'ajuster. Ou PixInsight va faire ça aussi, la même chose. Tu vas prendre vous pouvez utiliser le dark en autant que vous avez des bias pour l'enlever. Là. Oui, ça va faire pareil. Là. Par contre, on dit que ça va faire pareil. Encore une fois, si vous voulez la perfection, c'est mieux, je pense, de prendre des darks de 7 secondes. Ça prend puis d'utiliser ceux-là, mais en autant que vous avez des bias, vous pouvez utiliser les autres darks, absolument, oui. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait mentionner, c'est que quand on prend des flats, ça doit être exactement dans les mêmes conditions que la photo. Parce que moi, mettons, avec une roue à filtre, il ne faut pas changer rien, il faut prendre... Quand on veut prendre des flats avec... si on prend une photo avec des fils de couleurs, différentes couleurs, ça veut dire que pour chaque filtre, il faudrait prendre un flat différent. Parce que les poussières ne sont pas à la même place. Il ne faut pas bouger non plus le porte-oculaire, la mise au point.
Puis même des fois, peut-être l'orientation du télescope, là, si le miroir bouge un petit peu en le penchant, est-ce Oui. que tu as des... Non, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, j'ai assumé, là, mais c'est un bon point. Oui, effectivement, il faut prendre des flats pour chacun de nos filtres. Ça, c'est bien important. Vous ne pouvez pas utiliser un flat pour tous vos filtres. Les poussières, effectivement, comme je le mentionne, ne sont pas à même place. L'autre défi aussi, c'est sûr que si vous avez de la flexure dans votre système, ben là, vos flats, vous êtes mieux de les prendre dans la même position que vous avez pris vos images. Ça aussi, c'est important. Là, le foyer, par contre, ça, c'est... Moi, puis Peter l'a mentionné aussi, le foyer, là, oubliez ça, il n'y a pas besoin d'être exactement parfait. Même si vous êtes un petit peu hors foyer, ça ne change rien. Les défauts de votre système optique, vous ne les verrez pas sur votre capteur, même s'ils sont hors foyer ou au foyer. Les défauts qu'on va corriger avec ça, c'est surtout la roue fil qui est le plus près du capteur, normalement le capteur même. Mais au niveau du foyer, moi je dirais que c'est plus ou moins important. Mettez-vous pas hors foyer juste pour le fun de le faire, là, mais cassez-vous pas trop autour de la tête si votre foyer a bougé. Ça ne va pas changer grand-chose sur vos flats, d'après moi. Oui, concernant la excusez. durée de vie d'un flat, pour l'équipement comme tel, c'est valable tout le temps ou il doit être fait régulièrement? Écoutez, pour faire vraiment de bons flats, vous devriez faire des flats à chaque fois que vous prenez des images. Par contre, moi, je l'ai fait quand j'ai fait ma série à un moment donné des harps, là, je prenais beaucoup de photos. J'utilisais les mêmes flats. En autant que si votre poussière ne change pas, ben, vos flats vont être bons d'une soirée à l'autre. Mais pour le savoir, il faut prendre d'autres flats, dans le fond. Là. Mais par contre, si la poussière reste la même, ça dépend du niveau aussi de qualité que vous voulez aller chercher. Moi, j'essaie de vous expliquer ici là, comment essayer de faire pour des flats parfaits. À partir de ce moment-là, ben, vous pouvez jouer avec la vraie vie, là, qu'on appelle. Oui, excusez. Oui, les valeurs que tu as données, les temps d'exposition et tout ça, là, est-ce que c'est aussi valide pour les DSLR? Je m'attendais de cette question-là. Je ne le sais pas. Je n'ai aucune compétence dans les DSLR. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des gates de débordement, la même chose? S'il y en a qui ont déjà fait une ligne vérifie la linéarité d'un DSLR? Je ne sais pas. C'est Michel qui... Oui? Je pensais acheter un, le même que monsieur en arrière, pour mettre dans mon observatoire que je suis en train de construire. Quand vous prenez une photo au zénith, là, oui. Je ne peux pas garder le télescope dans la même position pour faire mes flats. Je ne mettrai pas mon zénith au plafond. Là. Le fait moi, je pensais le mettre dans un angle complètement perpendiculaire à ma colonne. Là. Est-ce que ça peut aller? Oui, ça peut aller. Moi, c'est ce que j'ai. Okay. Moi, j'envoie mon télescope à 0 déclinaison. C'est ça, je voulais faire. Puis je prends mes flats de cette façon-là. Par contre, je pense que le point que Jean voulait faire aussi, c'est que si vous avez un télescope où est-ce que le miroir peut bouger, comme les Schmidt-Cassegrain, par exemple, c'est le cas. Là, ça peut-être changer certaines choses, effectivement. Okay. C'est à surveiller, savoir. Par contre, si votre système optique est fixe puis il est bolté, comme on dit en chinois, là, ça ne va pas faire grande différence, ça ne bouge pas. Oui, s'il vous plaît. Est-il possible d'avoir cette documentation-là en ligne ou bien sur papier? Parce que moi, je ne pourrais pas retenir Oui, non, ça. c'est correct. Denis va vous... Les présentations sont enregistrées, vont être mises sur YouTube cet hiver. Et vous allez recevoir des emails à propos de ça. Et ils sont dans la section didacticielle des forums Astro-Québec. Les années passées sont là. Cette année, ils vont être là aussi. Fait que si vous allez voir cette section-là, tout est là.
Vous avez toute l'information quand vous cliquez sur les liens. Oui, puis c'est très bien fait en passant. Puis merci à Denis, toute l'équipe. Là. C'est du travail de moine, ça, de tout monter ça, mais on peut aller chercher toutes les présentations qui ont été faites. Parce que, juste pour revenir sur ça, pourquoi on les enregistre, vous avez vu le travail que ça prend pour faire une présentation. Hein? Puis il y en a, vous allez voir, il y en a qui ont mis beaucoup de temps, puis il y a beaucoup d'informations, puis vous n'êtes pas capable de tout capter pour moi non plus. Hein? Fait qu'avec les vidéos, vous avez la possibilité de revoir la vidéo à votre rythme, puis d'écrire à la personne aussi. Fait que c'est pour ça. Fait que ça va être sur YouTube cet hiver. OK? À propos de la durée de vie d'un flat, là, je ne sais pas si Excuse-moi. tu l'avais mentionné, c'est à propos de la durée de vie d'un flat. Aussitôt que le train optique est brisé, ou on bouge la caméra, c'est fini. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, là. Si tu ouvres la caméra, tu veux dire? Non, si tu bouges la caméra, tu la tournes, puis tu reviens. Ah oui, oui, effectivement. C'est Oui, fini. Oui. Si tu enlèves ta caméra, puis tu dis « Ah, j'ai oublié mes flats », tu remets ta caméra, il est trop tard. Tu n'en auras pas de flat. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, là. Non, faut que la caméra soit exactement à la même place puis qu'elle reste là. Parce qu'effectivement, si vous avez un rotateur ou si vous bougez votre caméra, évidemment, il faut refaire les flats là, parce que l'optique n'est plus à la même place. Bonjour. L'hiver passé, j'ai pris une série de flats, une vingtaine de flats de 2 secondes, excusez. Puis les premiers 10 flats étaient uniformes, puis après ça, ça commençait à venir comme des barres qui apparaissaient sur le flat. Puis moi, j'ai un écran luminescent qu'on a acheté là, il y en a pas, là, 2 ans. Je comprends pas très bien la question. J'ai pris une série de flats, une vingtaine de flats de 2 secondes. Ouais. Les premiers 10 flats étaient uniformes, c'est mes photos. Après, j'avais une barre qui apparaissait, pas à la même place, mais un peu décalée, chacune des photos. Puis je ne sais pas si c'est-tu le froid qui peut avoir affecté le panneau ou la caméra qui aurait mal réagi. C'est une CCD, la caméra? Une caméra Canon, mais le rebelle. Ouais, ça, c'est probablement du bruit, là, mais je connais zéro sur les DLSR. Là. Il faisait moins 20 degrés à l'extérieur. Elle n'est pas refroidie, cette caméra-là, puis c'est probablement du bruit. Là. Je sais qu'il n'y a pas des... Il me semblait que j'ai déjà vu ça quelque part, qu'il y a des patterns de bruit pour les Canon. Il y a des bandings qu'on appelle des bandes, qu'on peut éliminer avec certains logiciels comme PixInsight le fait. Fait que c'est ça qui produit des bandes. Là. Fait que avec PixInsight, vous allez voir les tutoriels de Martin Maillan sur le site justement des dactyels. Là. Il explique qu'il y a un script que vous appliquez à vos images prises avec une DSLR, puis ça va les enlever. C'est ça qu'il y avait. Je pense que c'est caractéristique surtout au Canon, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est des Baptiste Bayer. Ouais. C'est pas pareil comme une CCD.